1998, c'est donc mon retour à temps plein à l'université, avec directement une charge administrative importante, puisque revenu le 1er septembre, au mois d'octobre, je suis élu président du département d'histoire. Une fonction que je cumulais avec la présidence de l'Institut des sciences de la famille et qui était par ailleurs une fonction qui impliquait la présence dans un bureau de faculté, comme la présidence de l'Institut impliquait ma participation au bureau de la faculté de psychologie. Alors, on peut dire que j'ai eu d'une certaine façon beaucoup de chance parce que par le biais de ces fonctions et de certains enseignements, j'ai connu de l'intérieur les cultures facultaires les plus différentes. La culture facultaire de philo et lettres, de psycho ou de sciences politiques et sociales, ces trois mondes qui sont relativement différents et que j'ai pu petit à petit appréhender. Alors, 1998, c'est aussi l'année où je reçois un certain nombre de cours importants pour les historiens, séminaires d'histoire contemporaine, séminaires d'histoire des relations de l'Europe avec l'outre-mer, séminaires d'institutions contemporaines. En fait, ce sont des cours que tous les bons, si je puis dire, du département d'histoire s'étaient toujours réservés. Donc là, j'entrais vraiment de plein pied dans cette deuxième phase vraiment universitaire. Ça ne m'a pas empêché de continuer à faire de la recherche, de travailler avec des collègues toujours étonnamment bienveillants, comme le vice-recteur aux affaires étudiantes, le professeur Xavier Renders, ou encore le professeur Michel Loris de l'Université de Liège, impliqué dans un très grand projet eurasien, c'est-à-dire un projet de comparaison entre les structures démographiques de régions caractérisées par la disponibilité de registres de population, c'est-à-dire une manière tout à fait particulière d'enregistrer la population qui débouche sur les recensements, etc., etc. Donc, ce sont des activités très intéressantes. Grâce à Gérard Béor, je peux participer à différents congrès en matière d'histoire rurale. Grâce à Michel Loris, ce sont des congrès en comparaison Occident-Orient qui m'intéressent plus particulièrement. Mais cette période est aussi une période qui va me permettre de revenir d'une manière étonnante à mes amours de jeunesse. Pour ça, il faut malgré tout retracer quelques éléments qui montrent que parfois il est difficile de faire la différence entre la vie privée et la vie académique. Pendant nos études, ma femme, avant notre mariage, était logée dans une résidence d'étudiants qui était une résidence internationale. Elle comportait nécessairement 16 Belges et 16 non-Belges, et parmi les Belges, il y avait obligatoirement moitié de flamandes et moitié de francophones, ce qui n'était pas le plus simple à gérer à l'époque. Mais ça a été une expérience tout à fait extraordinaire et bon nombre de nos amis à l'heure actuelle sont encore des gens que nous avons connus à cette époque. Et surtout, nous avons côtoyé par ce biais
une association de femmes laïques missionnaires, les auxiliaires laïques des missions, qui avait notamment pour objectif de s'occuper à la suite du Père Leb des étudiants étrangers et de manifester en quelque sorte l'universalité de l'Église. Or, comme toutes les associations, celle-là a connu des tourments impressionnants. Donc, je viens d'en terminer l'histoire et ça n'a pas nécessairement été un long fleuve tranquille. Mais nous avons toujours gardé contact avec cette association et finalement, dans la forme qu'elle avait prise dans les années 80, il nous semblait possible d'y adhérer. Donc, nous sommes devenus membres de cette association. Et à un moment, s'est posée la question de la concrétisation de notre engagement. Et à Louvain-la-Neuve, les étudiants étrangers, l'accueil des étudiants étrangers, ça allait de soi. Donc, renouveler l'expérience du Crossroad de Leuven telle que mon épouse l'avait vécue, nous a semblé une bonne manière de faire, qui a été soutenue par l'association. Et puis, ce projet a bien marché à Louvain-la-Neuve dans des locaux loués par l'université, si bien qu'on a décidé de construire des bâtiments qui seraient vraiment plus adaptés au projet, ce qui a été mené rondement. Ces nouveaux bâtiments ont été partiellement disponibles à partir de 89. Ça prenait énormément de temps de gestion, de collecte de fonds, etc., etc. Mais les échos des étudiants étaient très positifs. Sans doute ai-je alors commis une erreur que je commettrai aussi un peu plus tard à l'université. J'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite pour mettre en place une série de choses qui me semblaient importantes. Et les objectifs des membres du conseil d'administration et les miens se sont mis à différer de plus en plus, si bien qu'en 1993, nous avons quitté et l'association Carrefour, qui existe toujours et qui fonctionne toujours à Louvain-la-Neuve, et l'association Fraternelle Internationale, qui avait justifié au fond cet engagement. Mais comme toujours, à cette occasion, on a pu compter sur un certain nombre d'amis. Et ces amis se sont dit, mais il doit y avoir moyen de faire quelque chose qui ne soit pas la même chose, mais qui soit dans l'esprit de ce que vous vouliez faire. Et après une série de rencontres avec des professeurs de Louvain, de Namur, ses amis, nous avons décidé de mettre sur pied un lieu complètement informel, complètement en dehors des structures de l'université, mais pouvant bénéficier de l'infrastructure de l'université. Et ce lieu, nous l'avons baptisé Espace Asie. Alors, Espace Asie, c'était vraiment un lieu de rencontre, de convergence en quelque sorte, entre les regards des orientaux sur les occidentaux et des occidentaux sur les orientaux. Alors, où est-ce que cela rejoignait mes amours de jeunesse, si je puis dire? Eh bien, au fond, n'ayant pas poursuivi cette vocation orientaliste qui était la mienne en 1969 et aux alentours de ces années, j'allais non pas devenir orientaliste, mais au moins étudier les orientalistes. Autrement dit, prendre les orientalistes comme objet d'étude et essayer de comprendre comment s'était construit cette discipline scientifique. Une discipline scientifique qui avait un certain poids en Europe occidentale et une discipline scientifique dont l'étude m'a été facilitée en quelque sorte par ce que j'avais mené sur les revues médicales et sur l'émergence de ces multiples disciplines du domaine médical. S'ajoute à cela
une autre préoccupation qui, de nouveau, rejoignait un peu mes questionnements de jeunesse, c'était les modalités de construction ou de cristallisation des images de l'Orient en Occident. C'était aussi la question de la construction progressive, de l'accumulation progressive, non plus cette fois-ci des images, mais des connaissances de l'Orient en Occident. Et donc là, le projet a pris une ampleur qui dépassait sensiblement les, comment dirais-je, les activités culturelles et sociales que nous avions pratiquées. Et ce projet a petit à petit débouché sur une série de colloques, là aussi colloques annuels. Les colloques de l'Espace Asie ont débuté en 1998, si je ne me trompe pas, et ils ont débuté au fond très, très petitement sur une exposition de calligraphie et d'art asiatique, et le colloque portait sur la découverte de la calligraphie chinoise en Occident. Ça a donné lieu à une petite plaquette, ça m'a permis de comprendre comment les Occidentaux avaient très tardivement découvert l'importance de la calligraphie chinoise pour la culture chinoise, et la réussite de cette activité a permis que petit à petit se mette en place cette tradition des colloques de l'Espace Asie. Alors, ce qui est au cœur de ces colloques, que nous avons toujours voulu, non pas des colloques d'hyper-spécialistes, mais plutôt des colloques que je qualifierais d'hyper-généralistes, c'est la rencontre de personnes tout à fait qualifiées dans leur domaine, mais qui acceptaient d'échanger avec des non-spécialistes de leur domaine. Ça ne signifie pas que ces échanges se faisaient entre spécialistes et non-spécialistes, ça se faisait entre spécialistes de différentes disciplines, indianistes et sinologues, coréens ou taïwanais. Bref, c'était vraiment quelque chose qui petit à petit est devenu très enrichissant, et ces colloques ont permis de traiter de multiples thématiques, que ce soit la traduction comme élément de contact entre l'Orient et l'Occident, avec quand même la présence de Noël Dutré, un des tout grands traducteurs du chinois à l'heure actuelle dans le monde francophone, que ce soit les religions et le rôle des missionnaires comme passeurs de religion, mais aussi le rôle des moines bouddhistes comme passeurs de religion. Donc, ça a été des occasions très, très importantes pour moi de prendre conscience de l'importance de ces contacts, de la chronologie et de la géographie de ces contacts. Donc, il y avait là, finalement, une boucle qui se bouclait, et cela m'a permis, en 2001, de diriger avec mon collègue Van de Waal de l'Université de Leuven un très joli livre, Orientalia Lovaniensis, qui reprenait un tout petit peu l'histoire de l'orientalisme à Louvain. Ça m'a permis aussi de publier un certain nombre d'articles sur les réseaux orientalistes, montrant l'importance et les accentuations différentes des sociétés savantes d'orientalisme au XIXe, et déjà pour les Anglais à la fin du XVIIIe siècle. Ça m'a permis également de publier un article qui a été diffusé en anglais sur
les congrès orientalistes. Alors, un de mes projets, de mes trop nombreux projets pour l'Émérita, ce serait de reprendre ces travaux de nouveau un peu dispersés et d'essayer d'en identifier une logique, un peu comme Roland Lardinois, qui est directeur d'études à l'école des recherches, à l'école des hautes études en sciences sociales, a fait pour l'indianisme. Donc il y a là vraiment un terreau tout à fait impressionnant. Très impressionnant de voir que ces orientalistes, malgré l'absence de moyens modernes de communication, sont en lien de manière tout à fait étonnante. J'ai pu étudier comme cela vraiment ce que j'ai appelé une généalogie intellectuelle entre des Français de Paris, Sylvain Lévy notamment, puis Louis de la Vallée-Poussin, un orientaliste sanskritiste belge, et finalement Étienne Lamotte, avec une approche de leur méthode de travail radicalement différente de ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Monseigneur Lamotte avait une mémoire extraordinaire, donc était capable de citer sans note pratiquement tous les passages des textes sanscrits qu'il avait étudiés. Et les techniques de publication, les techniques de citation, les modalités d'évaluation, les comptes rendus par exemple, représentent autant de pratiques universitaires qui sont radicalement différentes des nôtres, mais qui sont aussi extrêmement intéressantes parce qu'elles montrent des débats scientifiques qui sont loin d'être bénins, qui sont loin d'être gentillets. Non, on peut vraiment assister à des combats entre chefs qui sont tout à fait intéressants. Donc les réseaux orientalistes, c'est un élément qui m'a vraiment particulièrement intéressé, qui continue à m'intéresser à l'heure actuelle, d'autant que la plupart du temps, que ce soit pour les revues ou pour les institutions, ce dont on dispose, ce sont des volumes commémoratifs, c'est-à-dire des volumes où l'hagiographie est majeure. On va naturellement dans ces volumes commémoratifs monter en épingle toutes les réussites et glisser sous le tapis ce qui est un peu moins glorieux. Mais il n'empêche qu'il y a là un vrai travail qui est à faire. Alors, l'espace Asie a été aussi petit à petit l'occasion d'élargir un peu ma palette. Là, on est en 2002-2003, je crois. Et le doyen de la faculté, bon, je ne jure plus que les dates sont exactes, mais le doyen de la faculté est Bernard Coulie. Bernard Coulie est un orientaliste. C'est quelqu'un qui va devenir recteur de l'université. C'est quelqu'un qui a une réelle vision de l'université et qui peut orienter les choses avec peut-être le désir d'aller très vite, ce qui veut dire trop vite. Et lors de son décanat, le cours d'histoire de la Chine est un cours qui est vacant. Et j'ai été le trouver en lui demandant, Bernard, que penserais-tu si je posais ma candidature pour ce cours d'histoire de la Chine? Je ne suis pas sinologue, je n'ai jamais prétendu l'être, je ne suis pas sinisant, mais je travaille quand même depuis un certain temps sur l'accumulation des connaissances occidentales sur la Chine. Peut-être que pour les étudiants de bac, je pourrais représenter une ouverture. Et j'ai effectivement été chargé de ce cours, de même que du cours d'analyse de la société chinoise contemporaine. Alors, ça correspondait vraiment à des thématiques qui m'intéressaient,
à des thématiques que je traitais d'un point de vue particulier qui n'est pas celui du sinologue ni celui du signitant, mais celui de l'historien occidental qui s'intéresse à la constitution d'un corpus de connaissances et aux modalités de cette constitution. Et finalement, ça a relativement bien marché. Petit à petit, je suis passé de 3 ou 4 étudiants à 7, puis à 10, puis à une quinzaine, puis à une vingtaine. Donc j'étais plutôt content. Et quand on a dû mettre en place, enfin, quand s'est mise en place la réforme de Bologne, une des idées de génie de Marcel Crochet comme recteur a été de penser à combler la 3e année de bac par l'équivalent d'un programme de mineur. Et je me suis demandé, après 3, 4, 5 années d'expérience, si on ne pouvait pas rassembler en un programme cohérent tous les enseignements en lien avec l'Extrême-Orient et plus particulièrement avec la Chine. Il y avait 4 niveaux de chinois à l'Institut des langues vivantes. Il y avait mon cours d'histoire de la Chine et celui d'analyse de la société chinoise contemporaine. Et donc, il y avait aussi un cours d'histoire du bouddhisme. Donc, il y avait de quoi obtenir les 30 crédits de ce programme de mineurs. Et ce programme, ce projet a été accepté. Donc, il y a toujours à l'heure actuelle, à l'UCL, une mineure en langue et société chinoise qui initie en fait les étudiants de bac avec ce monde qu'on nous prétend tantôt totalement étranger, c'est la thèse de François Julien, ou au contraire très similaire, c'est la thèse de certains anthropologues, Jack Goody notamment, à ce que nous connaissons en Europe occidentale, avec des variations qui sont plutôt des variations de détail. Alors, cette mineure, c'est souvent faite en parallèle avec les activités de l'espace Asie. Petit à petit, je suis devenu responsable de la chaire Chanjingguo de civilisation chinoise. Puis on a créé, avec le soutien du bureau de Taipei à Bruxelles, un séminaire d'études taïwanaises qui permettait d'inviter un certain nombre de collègues des universités taïwanaises. Et je dirais que comme responsable de la commission des relations internationales de la faculté des lettres, eh bien, j'ai pu faire accepter un certain nombre de programmes d'échange avec des universités taïwanaises. Donc, il y avait vraiment toute la matière nécessaire pour, en quelque sorte, ancrer l'UCL dans ce monde extrême-oriental, en espérant un jour voir réellement un ou des sinologues recrutés par l'université pour aller un peu plus loin. Bon, là, on n'en est pas encore, mais c'est clair que c'est une question qui se pose et qui se posera encore plus avec l'évolution des relations de la Chine et du monde.